le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Desrosiers. Suite à une école de commerce et près de 15 ans en tant que directrice marketing, son corps lui a dit stop. Moins d'1 an après son burn-out, Charlotte Desrosiers crée Pourquoi pas moi, la première entreprise à mission qui souhaite permettre aux Français d'écouter leur petite voix intérieure et de redonner du sens à leur vie en étant alignés. Charlotte a déjà aidé des centaines de milliers de personnes à écouter leur petite voix à travers le bilan de compétences Nouvelle Génération, son livre « Et si je changeais de métier ?», redonner du sens à son travail. Ses conférences, son TEDx et son podcast à plus d'1 million d'écoutes. Je vous souhaite une belle écoute. J'ai pas pour habitude de laisser mon invité se présenter. Donc, je vais te laisser te présenter pour qu'on comprenne qui tu es, d'où tu viens. Et puis après, on parlera de ce que tu fais. Super. Eh bien, j'ai 40 ans. Je suis une vraie Parisienne, mais marseillaise de cœur. Donc, je vis à Marseille depuis plusieurs années. J'ai vécu 8 ans à Marseille. Je suis retournée vivre à Paris et je suis revenue à Marseille post-Covid. J'ai été directrice marketing pendant plus de 15 ans. Et au bout de 15 ans, mon corps m'a hurlé dessus. J'avais ce que j'appelle tous ces KPI, ces indicateurs de performance de la réussite de notre société. Ouais. Donc, j'avais la grosse équipe, le gros salaire, le bel appartement, mais j'étais pas heureuse, j'avais pas trouvé le bonheur, donc j'étais fondamentalement mal, et donc mon corps m'a hurlé dessus jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Et donc en 2019, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête ce travail parce qu'il était en train de me ronger, et je n'avais absolument aucune idée de qui j'étais, ce que je voulais faire de ma vie. La seule chose que je savais, c'est que je ne voulais plus faire ce métier. Okay. Et je me suis dit, comment je fais pour aider les personnes qui, dans mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui prenaient le chemin du burn-out, comme moi. Et en fait, j'ai une de mes singularités, c'est quand il m'arrive des choses qui sont pas drôles, j'en parle de façon très, très libérée, j'ai pas de tabou. Et donc, j'ai parlé du burn-out vraiment sans tabou, et je me suis rendu compte du nombre de personnes qui étaient touchées par ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, comment je fais pour aider ces personnes, et puis comment je fais aussi pour m'aider moi. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer le podcast Pourquoi pas moi, et où j'invite donc des personnes à raconter leur parcours de vie. L'idée, c'est d'interviewer des personnes qui ont osé écouter leur petite voix. Donc, soit ils l'ont écoutée tardivement et ils se sont reconvertis, soit ils l'ont écoutée depuis la plus tendre enfance. Et du podcast est né un livre qui s'appelle « Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail ?» et un programme qui est assimilé à un bilan de compétences que j'appelle le bilan de compétences Nouvelle Génération, parce que l'idée, c'est vraiment de faire un gros travail sur soi pour savoir qui on est, parce que comment trouver le métier qui nous correspond si on ne sait pas qui on est? Tu m'étonnes. Même globalement, je crois que la connaissance de soi, c'est vraiment l'outil par excellence pour nous aider dans notre vie, quoi. C'est ça. D'accord. Et donc, tu disais que tu as écouté ta petite voix. C'est quoi pour toi écouter sa petite voix? Pour moi, écouter sa petite voix, ça passe par écouter son corps. En fait, la chose dont j'ai pris conscience, c'est que notre corps nous parle. C'est pas normal d'avoir mal quand on a une douleur physique, c'est que notre corps veut nous raconter quelque chose. Et donc, c'est se dire, quand on t'a par exemple une proposition pour un travail ou pour un appartement ou que sais-je, c'est écouter son corps et se demander, est-ce que j'ai des tensions parce que c'est le mental qui va me dire, ah ouais, ça a l'air génial, ou est-ce que en fait tu es détendu parce que tu sais que c'est la bonne place, que c'est juste pour toi. Et donc voilà, écouter sa petite voix, c'est finalement être aligné avec qui on est vraiment, et pas qui on veut parfois être en se mettant un espèce de miroir et de masque pour plaire aux autres et essayer de se plaire à soi-même.
Bah oui, c'est sûr. Est-ce que, moi, j'ai envie de dire, ça me fait penser à écouter son intuition, en fait, écouter C'est sa ça, petite. la petite voix, c'est l'intuition, exactement. Ok, ouais. Ouais. Et alors, pour écouter son intuition, je pense qu'il y a beaucoup, parce que c'est un sujet qui me passionne, l'intuition. Moi, j'écoute mon intuition depuis que je suis tout petit. Est-ce que tu guides les gens à travers ton bilan de compétences pour les amener à écouter leur intuition? Oui, tu Ouais, fais ça? ouais. L'idée, en fait, c'est justement au début du programme, c'est justement de les sortir de la roue du hamster. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'en fait, dans le programme, pour moi, c'est hyper important d'apporter des éléments scientifiques. Donc, chaque chapitre, il y a un élément scientifique avec après des exemples concrets issus de ma propre vie ou de celle de mes invités du podcast et des exercices pratiques. Et donc, justement, l'idée, c'est que pour pouvoir écouter son intuition, il faut apaiser son mental. Et donc, je leur donne plein d'outils, comme par exemple changer ses habitudes du quotidien. Tu vois, par exemple, je vais dire, bah voilà, tu prends plus le même chemin tous les jours, tu vas aller au supermarché acheter des ingrédients que tu n'achètes jamais pour justement réveiller ou créer des neurones dans ton cerveau pour pouvoir faire en sorte de réveiller cette intuition. Et donc, du coup, je leur donne plein de petits tips pour justement se réancrer avec eux-mêmes, pour pouvoir justement être capable d'écouter cette petite voix et donc leur intuition, parce qu'en fait, en effet, souvent, quand les personnes je leur dis: «Alors, elle vous raconte quoi votre petite voix?» Ils me disent: «Mais en fait, on n'arrive pas à l'écouter». Ouais. Et c'est vrai que quand on est dans cette roue de hamster ou dans le brouillard, on n'arrive plus du tout à l'écouter, en effet. Oui, toi, tu parles de roue de hamster, moi, je parle de pilote automatique. Ça revient un peu au même. Aussi. Ouais, Ouais, on est en pilote automatique, ouais. c'est ça. Alors, c'est pareil, le sujet alors, pour moi, de l'entrepreneuriat, mais globalement, en fait, du monde de l'entreprise, hein, peu importe qu'on soit salarié ou entrepreneur, ça me parle beaucoup parce que, bon, moi, j'ai créé mon activité maintenant, il y a plus de 22 ans en arrière, mais en partant de constats, je pense qu'on va évoquer ce soir. Et donc, moi, ce que j'ai remarqué à l'époque, et j'ai vraiment le sentiment que ça n'a pas trop changé, c'est que, allez, au moins 70% de la population fait un job qui est purement alimentaire. Mmh. On est d'accord là-dessus? Ouais. On est d'accord. Oui, et puis alors il y a le job alimentaire et puis il y a le job alimentaire qui t'alimente ta reconnaissance sociale Oui. aussi. Mmh. Et ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important. C'est, tu vois, moi à l'époque, je me disais waouh, j'ai le job de rêve. Enfin, tu vois, tout le monde me regardait avec des yeux en mode la nana, elle a réussi. Et je mets bien des guillemets dans le réussi parce que pour quelle est la définition de la réussite, quand tu passeras derrière mon micro, tu me donneras la tienne, parce que c'est une question que je pose à chacun de mes invités. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire, souvent, moi, je rencontre des personnes qui me disent: «Non, mais moi, j'ai pas à me plaindre, en fait, j'ai un super job et compagnie». Mais c'est pas une question de ça, c'est une question de se dire: «Qu'est-ce qui te correspond à toi?» Oui. Et le regard des autres, peut-être qu'au moment où on saura, enfin, vous savez pas ce que vous allez faire, il y a des gens qui vont vous juger, et j'ai envie de dire: «Et alors?» Bah oui. Et c'est surtout de se dire, bah voilà, où est-ce que tu es heureux? Où est-ce que le matin enfin, l'idée, l'enjeu, c'est quand même de se dire qu'on travaille énormément quand même, et de se Oui. dire que tous les matins, on est heureux de se lever et pas que le week-end. Bah, bien Tu vois, sûr. d'ailleurs, j'ai fait un TEDx et je l'ai intitulé: «Je n'ai plus peur du dimanche soir», parce que c'est vraiment ça, c'est cette boule au ventre que tu as le dimanche soir de te dire: «Oh, j'ai pas envie d'y retourner demain». Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah oui, ça me fait vraiment penser à l'époque justement où j'étais salarié. Donc je faisais un métier pour moi qui n'avait pas de sens. Et donc je me rappelle très bien des conversations qu'on peut avoir avec des amis. Donc ça remonte vraiment à très longtemps. Mais je me rappelle bien, tu vois, de dire: ah non, là c'est bientôt lundi. Tu sais, le blues du dimanche parce que c'est C'est ça. bientôt lundi, quoi. Ouais. Exactement, ouais. Et alors, à l'époque, justement, je me suis posé des questions avant de créer mon entreprise. Et parmi les questions que je me suis posées, en tout cas des constats, c'était de me dire, mais je ne me vois pas faire un métier, même si je ne créais pas mon activité, hein, et je ne me voyais plus faire un métier dans lequel il n'y avait pas de sens, tu vois, dans lequel, en fait, je ne me sentais pas utile. Et surtout, mais avant toute chose, un métier dans lequel je ne m'épanouisse pas en priorité. Parce que dans mes réflexions, je me disais, et c'est ce que tu viens de dire, on reste en moyenne, on va dire, entre 7 heures et 8 heures par jour dans le monde de l'entreprise. Donc, Si ce n'est plus, ouais. si ce n'est plus, ouais, donc probablement et même quasiment sûr, plus qu'avec notre femme, notre mari, nos amis, notre famille. Et donc, je me disais à cette époque, mais il faut absolument en fait que je trouve un métier ou que je crée un métier où moi, je serai ma priorité. C'est-à-dire que c'est mon épanouissement personnel qui est ma priorité. Et après, bah, je verrai si je peux créer quelque chose et si je peux me sentir utile, tu vois, participer à quelque chose de positif dans notre société, quoi. C'est ce que tu constates aussi autour de toi?
Ouais, tout à fait et c'est vraiment, et puis, en fait, la bonne nouvelle, parce que tu vois, parfois, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui me disent: «Non, mais ton discours peut faire peur». Je dis: «Mais non, parce qu'en fait, heu, ce que je dis, c'est que si tu es à ta place, si tu es aligné, si tu utilises tes talents, si tu utilises ta singularité dans ton travail, que tu sois donc entrepreneur ou salarié, en fait, Mmh. tu vas pouvoir être en fait, ça il y a une spirale, ce que j'appelle c'est la fleur de vertueuse du sens, c'est que quand tu as du sens dans ton travail, ça a un impact, direct sur ta motivation, ton engagement, ton bien-être, ta santé mentale C'est et clair. ta performance. Et donc, du coup, qu'est-ce que veut un employeur? Bah, c'est que ses salariés, ils soient performants, motivés, engagés et que leur santé mentale aille bien. Donc, en fait, c'est vraiment la clé, c'est de savoir qu'est-ce qui t'anime, quels sont tes besoins. Et si tu veux, j'ai un peu hacké finalement, j'ai pris l'ikigai, donc qui veut dire Oui. la raison d'être en japonais. En fait, il y a l'ikigai au Japon, il y a le cousin qui s'appelle les Purusharta en Ayurveda. Il y a l'autre cousin qui s'appelle le SPA en psychologie positive. Il y a encore un autre cousin qui s'appelle le Golden Circle de Simon Sinek. Et du coup, en fait, moi, j'ai créé mon propre puzzle où l'idée, c'est de partir vraiment donc, du why, comme dit Simon Sinek. Donc, quel est ton why? Quelle est ta raison d'être? Pourquoi t'es fait? Pour aller regarder ensuite ton pourquoi, en fait, quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu veux changer, dans le monde? Qu'est-ce qui t'anime? Et puis après, regarder donc ton comment qui est ta singularité et regarder après le quoi qui est le métier. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, ton métier, tu peux te le créer parce qu'en fait, Oui. on n'est pas obligé de rentrer dans des cases tu dois avoir telle telle fiche de métier et compagnie. Et ce que j'ajoute, ce qui est pour moi vraiment clé, c'est, le where qui est l'environnement. Quel est l'environnement qui correspond à ton équilibre vie pro, vie perso, qui correspond à tes valeurs, qui correspond à tes besoins? Parce que si tu es dans un environnement qui ne correspond pas à tes valeurs, c'est prouvé scientifiquement que, bah, ça va avoir un impact sur ta santé mentale parce que, il y a un vrai conflit et l'équilibre vie pro, vie perso, ce qui est important, c'est d'avoir, des outils qui peuvent s'adapter entre guillemets «à vie» parce que, tes besoins quand tu as ton enfant, qui, vient de naître, qui est plus grand quand tu es, marié ou quand tu es divorcé, c'est pas les mêmes, tu as pas les mêmes besoins et donc savoir s'adapter, mais savoir justement apprendre à écouter ses besoins pour les respecter. Mais voilà quelque chose de très challengeant, j'ai le sentiment pour beaucoup d'entre nous, parce que Mmh. ça, on nous l'a pas appris, ça fait pas Non. partie, c'est pas un projet Puis sociétal, tu surtout, vois? on n'a pas voulu nous l'apprendre. J'ai envie de Mais bien dire, sûr, oui, c'est encore pire que ça. C'est qu'on l'a pas appris. On a tout fait pour nous dire: «Rentrez dans des cases, si tu fais pas S, tu es un raté», pour la oui, génération où c'était les S. Enfin, c'est oui, on a tout on a tout fait pour faire en sorte que ce discours, ne soit pas entendu, en fait. tout à fait, ouais, Mmh, et moi je mets dedans, le savoir-être, la connaissance de bien soi et sûr. cetera. C'est Ouais, c'est clairement pas un projet sociétal, donc c'est pour ça que je dis que, on nous l'a pas appris, donc forcément pour beaucoup d'entre nous, je pense que ça va résonner ce que tu dis, bien évidemment, mais beaucoup vont se dire: «OK, mais en fait, je commence par quoi?» mmh. C'est Bah, compliqué. c'est bah, Ouais. commencer en fait, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à savoir alors, je pense que ça commence par, l'objectif, c'est d'apprendre à s'aimer, déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'aiment pas et je sais de quoi je parle parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte, après mon burn-out que je ne m'aimais pas OK. et finalement, en fait, quand tu fais un burn-out, tu t'aimes pas parce qu'en fait, tu te respectes pas. Tu Mmh. t'infligerais ça à personne, en fait, ce que tu t'infliges à toi-même OK. et donc c'est du coup, c'est vraiment apprendre à se dire, à prendre d'autres lunettes et de se dire: «Mais en fait, qui suis-je vraiment en fait? Quelles sont mes qualités?» Tu vois? Quelque chose qui peut être alors c'est simple sur le papier, mais il y en a qui ont du mal à le faire, c'est d'aller voir son entourage et de dire: «Bah, c'est quoi pour toi tes qualités en fait?» Ouais. C'est aussi regarder, son entourage et regarder les qualités qu'on trouve à notre entourage Mmh. et la bonne nouvelle, c'est que, ces qualités, on les a en nous parce que c'est le miroir Ouais. et donc c'est du coup, déjà de commencer par, apprendre à découvrir qui on est, nos qualités, nos talents, qu'est-ce qui nous anime vraiment, qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qui est viscéral pour nous et ce qui va être viscéral pour toi ne va pas être viscéral pour moi et donc c'est de comprendre ça. Mmh. Pourquoi on réagit de telle enfin, tu vois? C'est se dire, «Je me mets en colère, qu'est-ce que ça touche chez moi, en fait? Ouais. Et telle situation m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que ça veut dire quelque chose de moi. Plutôt que de subir le fait d'être énervé, c'est de se dire: «Chaque émotion a quelque chose à me raconter et chaque peur a quelque chose à me raconter». Donc c'est vraiment,
réfléchir, prendre du temps et c'est passionnant en fait parce que Bah oui. quand tu Ah oui, rentres là-dedans, tu as plus jamais envie de t'arrêter. c'est ça. Une fois que tu as commencé, ouais, c'est sûr. Donc, ça nécessite qu'on soit clair, que les gens se posent. Oui, il faut avoir envie et puis, tu vois, moi j'adore tout ce qui est, questionnaire de personnalité, tous ces tests. Enfin, je suis là dès qu'il y en a un dans un magazine, je suis la première à le faire. Mais j'ai la conviction profonde que c'est pas comme ça que tu apprends à te connaître. En fait, l'idée c'est justement de faire des exercices d'introspection pour vraiment arriver à se connaître et après les tests vont te permettre de confirmer, tout ça. Mais si c'est le test qui te le dit, c'est pas ça qui va faire que tu vas te mettre en mouvement. Tandis que si c'est un gros travail d'introspection qui est ouais, enfin, c'est quand même mieux de se faire guider parce que sinon ça peut durer longtemps et tu peux rentrer dans des méandres. Et d'ailleurs, tu vois, moi, je m'étais fait accompagner par une coach de vie parce que tous les bilans de compétences que j'avais vus à l'époque, ça me parlait pas. Et du coup, j'ai créé un vrai raccourci parce que je me suis dit, en fait, on dit souvent on crée ce dont on aurait rêvé. Et Mmh. donc, ouais. Ah oui, carrément. Mm, Et j'aimerais bien qu'on revienne sur la phase où tu disais que tu t'aimais pas, parce mm. que là, je pense que ça doit faire écho aussi à beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer est-ce que déjà, visiblement, tu ne le ressentais pas, mais tu l'as compris après coup? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours? Mm. Comment tu en es En arrivé fait, à la conclusion qu'en fait, tu t'aimais pas alors que tu t'en apercevais pas, en fait, que tu ouais, t'aimais pas? ça a été un vrai choc. En fait, j'ai fait une séance, alors ça s'appelle du Theta Healing. C'est pas du magnétisme, ça peut paraître un peu perché, mais bon, toujours est-il que c'est un moment, c'était peut-être un an après le burn-out et j'avais un coup, ça allait de down et quelqu'un m'a dit teste ça. Je me dis écoute, moi je suis prête à tout, hein, quand tu vas pas bien, tu es prêt Mmh. à tout essayer. Et cette personne m'a dit, j'étais à moitié hypnotisée. Elle m'a dit, répétez après moi, Charlotte, je t'aime. Et Ah. là, j'avais l'impression de dire Charlotte, enfin Julien, je t'apprécie beaucoup, mais bon, j'avais l'impression de te dire Julien, je t'aime. Enfin, on se connaît pas et Ah ouais, j'étais là, mais waouh. Enfin, en fait, je ne m'aime pas. Enfin, vraiment, je trouve, j'avais l'impression de dire je t'aime à une inconnue et ça a été vraiment un vrai choc, tu vois. Je me suis dit, waouh, c'est hyper super. violent. Et puis après, en effet, tu vois, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit bah voilà, en effet, quand tu fais un burn-out, tu t'infliges des choses qui sont pas saines en fait. Et donc du coup, ça a été un vrai travail en effet de découverte, de me dire qui suis-je, enfin pourquoi je suis sur cette terre, quelle est ma mission de vie, Et ouais. et de me dire voilà. D'ailleurs, tu vois, mes clients, pour moi, c'est important de leur permettre d'apprendre à s'aimer, mais à 360. C'est aussi de leur apprendre à découvrir Ah leur oui. zone d'ombre. Parce que si on ne découvre pas son ombre, sa zone d'ombre, on va pas l'accepter. Et du coup, c'est elle qui va prendre plus de place sur notre lumière. Mmh. Et s'aimer, c'est s'aimer. Voilà, quand on aime son conjoint, on l'aime, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses petits défauts et ses petits travers. Et c'est ça, aimer une personne, c'est l'aimer pour ses qualités et être consciente de ses défauts. Et donc, c'est la même chose pour nous. Bah, bien évidemment, ouais. Mm. Et et quand tu donc, as ce déclic et ce déclic t'amène immédiatement à te prendre en main et te dire: «Voilà, OK, c'est bon là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, pour moi» et Alors, ça, c'était en juin 2020. Donc, j'ai fait mon burn-out, j'ai été arrêtée en juin 2019. J'ai lancé le podcast en janvier 2020. OK, Et ça, c'était donc en juin 2000. J'avais été suivie par une coach à ce moment-là. J'avais été suivie par une psychiatre aussi. d'accord. Mais là, du coup, c'est enchaîné. J'ai fait une formation de psychologie positive. OK, Et puis, j'ai commencé à lire énormément de livres de développement personnel. OK. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai fait tout ce travail d'introspection et en écrivant le livre et en créant le programme, c'est là où, du coup, j'ai expérimenté plein de choses. Parce qu'en fait, tout ce que je mets dedans, j'ai tout testé. Et D'accord. donc, j'ai fait mon propre laboratoire sur moi. Alors, moi, ce que je trouve dommage quelque part, parce que bien évidemment, tu n'es pas la seule, ça arrive à beaucoup de personnes et j'ai l'impression que c'est une tendance humaine, c'est qu'on attend d'être confronté, tu sais, à une Mmh. situation compliquée. Donc pour toi, ça a été un burn-out, pour quelqu'un d'autre, ça va être un accident, par exemple, une personne qui décède autour d'elle. Tu vois, quelque chose Ouais. qui va vraiment, hop, Un d'un coup. accident de la vie, ouais. Exactement.
Et je trouve ça tellement dommage parce que je me dis qu'on pourrait quand même gagner beaucoup de temps. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé Pourquoi pas moi. C'est vraiment, j'ai créé Pourquoi pas moi pour dire aux personnes, n'attendez pas un accident de la vie pour vous dire pourquoi pas moi. Et c'est vraiment, ça fait partie de la raison d'être de l'entreprise. C'est de se dire, et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le podcast, j'ai à cœur de montrer une grande diversité de parcours de personnes. Donc, des personnes qui ont eu des accidents, des personnes qui ont eu des décès, des maladies, ou que sais-je, et des personnes qui n'ont rien eu, enfin en tout cas qui n'ont pas attendu un accident de la vie pour oser. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de dire à tout le monde, c'est en effet, n'attendez pas un accident de la vie pour oser sortir de cette zone de confort qui est pas confortable en fait. Mais non, pas du tout. C'est comme si tu passais, tu sais, à côté de toi. J'ai le C'est ça. sentiment que tu donnes, ouais. Et je te rejoins, tu parlais de qualité, tu parlais de talent. Moi, je parle aussi de zone d'excellence. Ouais. J'ai vraiment le sentiment que on est tous très, très bons de manière innée, donc naturelle, dans plein de domaines. Ouais. Justement, un des rôles pour moi de la société, du système éducatif, de nos parents, du projet sociétal, ça serait de nous amener notamment à révéler ces talents et qu'on puisse justement après les mettre à contribution pour les autres, en fait, pour l'humanité. Carrément. Et même, tu vois, j'irais plus que la zone d'excellence, j'irais même vers ce qu'on appelle la zone de génie. Voilà. Ouais, c'est là où tu es excellent et en plus ça a du sens parce que tu vois, typiquement, moi, quand j'étais directrice marketing, en soi, sur le papier, en toute humilité, j'étais excellente. Mais en fait, ça a manqué de sens pour moi, donc du coup, ça m'a amené au burn-out. Tandis que quand tu utilises en fait tes talents et en plus au service de ce qui a du sens pour toi, c'est là où tu te révèles et où tu es aligné et tu es bien. Oui, et puis ce qui est incroyable, j'imagine que c'est ce que tu vis toi aussi, c'est que tu n'as pas du tout l'impression de travailler. C'est ça. Moi, depuis Exactement. pas du tout l'impression de bosser. J'ai l'impression d'être totalement dans ma vie, tu sais, en fait, voilà, de m'éclater un peu dans ce que je fais, quoi, et pas du tout un travail comme je pouvais le ressentir à l'époque, où je veux dire, là, c'est dimanche, lundi, il faut aller travailler, par exemple. C'est ça, exactement. Et puis après, tu vois, et c'est aussi moi, je sais que la liberté, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et de se dire, bah voilà, il y a des jours où le dimanche, j'ai envie de bosser parce que j'ai pas mes enfants et que j'ai envie, et donc du coup, je bosse. Il y a un jour en semaine, j'ai pas envie parce que je suis fatiguée ou juste parce que j'ai envie de kiffer. Et en fait, cette liberté, elle a quand même pas de prix. Alors même si aujourd'hui je travaille plus que je déborde plus sur les horaires mais en même temps, c'est parce que ce que je fais aussi, ça m'anime. Tu vois, là, je suis en train de créer une formation pour des coachs pour pouvoir être formée à ma méthode. Et là, en fait, je suis hyper frustrée parce que là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps avec ce qu'il y a à côté si je pouvais passer la nuit, je le ferais. Alors, sauf que maintenant, ayant fait un burn-out, maintenant, j'ai une fragilité à vie qui fait que du coup, je suis obligée de faire attention et c'est fini les nocturnes parce que sinon, je le paye très fort. Donc maintenant, j'écoute mon corps. J'ai appris que je n'étais pas une machine en fait. Ça a été un peu dur, ça a été hyper difficile à accepter, mais du coup voilà, c'est ça, c'est de se dire bah voilà, en effet, tu as des projets, ça t'anime, t'en rêves la nuit et t'as qu'une hâte, c'est d'être le lundi matin en fait. C'est ça, ouais. Alors ça, moi je trouve que beaucoup d'entrepreneurs peuvent ressentir ce qu'on est en train d'exprimer, mais par contre, dans le monde du salarié, j'arrive pas trop à le mesurer, à me rendre compte. Toi, peut-être que je sais pas, peut-être que tu le vois plus que moi. Je sais que tu vois, dans mes clients, il y a, alors c'est surtout des femmes, il y a à peu près 95% de femmes. Il y a quand même, je pense qu'il y a bien une grosse moitié qui va rester dans le salariat. Alors soit ce que je trouve chouette et c'est ce que je veux que les personnes, ce à quoi elles arrivent, c'est de choisir, c'est de se dire OK, je choisis de rester dans ce job parce que je sais que ça va me permettre de pouvoir gagner encore des sous pour pouvoir lancer mon projet plus tard. Mais en fait, c'est le fait d'être choisi et non plus subi, ce qui change tout. Il y a aussi des personnes qui se disent, bah voilà, moi, j'ai envie. En fait, je pense à Marie qui me disait qu'elle avait réappris à aimer son métier. Mais qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, la structure dans laquelle elle le faisait, ça ne lui correspondait pas. Donc, elle a changé de boîte et du coup, elle est hyper heureuse. Donc, tu vois, si je changeais de métier, c'est pas, par exemple, donc moi, j'étais directrice marketing. Ça peut être
je bossais dans une start-up, ça aurait pu aller travailler dans un grand groupe, ça aurait pu être aller travailler à mon compte. Enfin, c'est pas forcément passer, je pense à une personne que j'avais interviewée, Damien Zeller, qui était directeur commercial chez Capgemini et qui est parti, et qui est devenu boucher. On n'est pas, voilà, rien à voir. Rien à voir. On n'est pas tous obligés de faire un virage à 360 et aussi c'est pas toujours le bon moment. Tu vois, dans mon livre Et si je changeais de métier, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi de ne pas faire l'apologie de la reconversion professionnelle parce que tout le monde n'est pas fait pour le faire. Mais bien sûr. Tout le monde n'a pas besoin de le faire. Enfin, c'est un vrai engagement, c'est un vrai impact sur ta vie de famille, voilà, sur toute ta vie. Et donc, Ouais. du coup, il faut être capable de se dire, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Et si ça l'est pas, justement, de se dire, c'est un choix, je le fais pas tout de suite, mais je le fais plus tard ou je ne le fais pas. Mais en tout cas, de bien y réfléchir. Oui, et d'ailleurs, je me demande la tranche d'âge en fait des personnes qui pourraient rentrer en contact avec toi et qui seraient justement en train d'imaginer peut-être de changer, enfin en tout cas de prendre soin d'eux, tu vois, c'est quoi la moyenne d'âge? Alors, la moyenne, enfin, si on fait la moyenne, c'est 40 ans. 40. Voilà. Après, ce qui est fou, c'est que il y a beaucoup de personnes qui me contactent qui ont 25 ans. Ah oui. Et tu vois, là où nous, dans notre génération, t'attendais 35 ans pour te dire, bah non, là, qui se disent directement après les études, mais en fait, je me suis trompée. Et ouais, Et je trouve ça génial parce que tu te dis, bah voilà, carrément. c'est nous, jamais, enfin, jamais, il y en a qui l'ont fait, mais en tout cas, il y a peu de personnes à notre âge, de notre génération, qui se seraient posées, enfin, qui auraient osé se remettre en question aussitôt. Ah bah je peux dire, moi j'étais un Mm. ovni, hein. J'avais 23 ans Ouais. à l'époque, j'étais tout seul, hein. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr, quoi. Et je te rejoins sur le fait que cette nouvelle génération, elle est vraiment, mais très différente, bien Mm. évidemment, de ce qu'on était. Elle a conscience de beaucoup de choses et parmi ces consciences-là, elle a bien compris que, si elle devait avoir un métier, créer ou pas une entreprise, fallait que ça ait du sens, que ça Ouais. participe à quelque chose de positif dans notre société et que ça serait pas, toute leur vie, en gros, Mm. quoi. Parce que c'est Ouais. vrai que, l'époque de nos parents, par exemple, beaucoup moins de notre génération, bah, ton patron, c'était Dieu, en fait, quelque Ouais. part, Oui, quoi. et puis tu travaillais en fait, c'était une génération où tu bossais dans la même boîte toute ta vie, tu achetais ta maison pour toute ta vie. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est pas du tout le même rapport au temps, aux choses, et Tout. hem et à côté de ça, c'est la génération de nos parents, ils ont vécu, en effet, leur patron, c'était Dieu, mais il y avait un rapport au travail qui était pas du tout le même. Enfin, alors, bon, mon papa est entrepreneur, donc les week-ends et compagnie, il a jamais connu. En plus, il était archi d'intérieur, donc du coup, si tu veux, bon, bah, quand tu es créatif, ça ne s'arrête pas, hein. Tu vas pas dire à l'inspiration le dimanche matin, tu te tais et on y retourne on y retourne lundi. C'est vrai. Mais quand même, dans l'ensemble, il n'y avait pas, voilà, les mails comme on a, enfin le Oui, côté hyper connecté c'est clair. et et notre génération, on était bon, bah, voilà, les stages, on n'était pas rémunérés, on servait le café. Enfin, ça il y Oui, a un rapport au travail qui n'a rien à voir et nous, on a été façonnés d'une certaine façon. c'est ça. Aujourd'hui, la génération, ils ont raison. Enfin, je veux dire, sur Oui, certains, oui. sur certains côtés, ils ont raison. Après, sur certains autres côtés, je trouve que cette génération a besoin de comprendre que quand tu demandes, il faut savoir donner aussi. Oui, bah, oui, oui. Oui, c'est ça, ça peut être un peu le revers de la médaille. Mmh. Mais ce que je trouve aussi, c'est qu'ils ont, une vision dans leur propre vie qui est très différente aussi de ce que nous, on pouvait avoir. Ouais. Par exemple, de notre génération, c'était logique de se marier, de faire des enfants, tu sais, de répondre un peu D'acheter, aux attentes. ouais, Ouais, d'acheter d'avoir la un maison, CDI, ouais, d'avoir un CDI. Je me c'est ça. rappelle, j'avais 2 stagiaires et j'avais un seul poste à la fin, des 2 stages et à proposer et donc bon, j'en ai choisi un des 2 et donc j'étais trop heureuse, enfin vraiment de lui proposer, un CDI et tout, enfin j'étais vraiment trop contente et là, il m'a regardée, il m'a dit: «Mais Charlotte, tu sais, enfin, je vais pas rester toujours, un CDI, moi, ça me fait hyper peur, c'est à durée indéterminée». Enfin, je dis: «Mais t'inquiète pas, enfin, je te demande pas qu'on se marie on se marie, enfin, c'est un CDI, tu as le droit d'y mettre fin quand tu as envie». Mais ça l'a fait flipper, enfin total. Ça m'étonne pas du tout. Mmh. Et donc, là, tu accompagnes combien de personnes maintenant?
Alors là, depuis le début du lancement du programme, donc c'était en mars 2020, Ouais. 21, je ne suis pas très forte en année, 21, parce que c'est le Covid, c'était 2020. Ok. 2021, j'ai accompagné plus de 200 personnes, Ok. sachant que du coup, j'ai créé ma propre méthodologie et je m'appuie pour le coaching individuel sur un réseau de coachs que j'ai formé du coup à ma méthode. D'accord, ok. Et Ce qui donc me là, permet de trouver la personne qu'il faut par rapport aux besoins, à la ouais. fois en termes de mindset, d'horaire, de tout ça, pour être sûr que ça leur correspond bien. Et est-ce que tu arrives à mesurer là? Est-ce que tu as des feedbacks des premiers que tu as accompagnés là, tu vois, depuis 2 ans, quoi, on va dire? Est-ce que tu arrives à les suivre pour voir un peu, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ouais, OK. Alors, j'ai des enquêtes de satisfaction assez régulières, OK. et donc du coup, alors là, j'ai pas de j'ai pas là, c'est, en mars où je refais mon petit bilan, annuel, des enquêtes de satisfaction. En fait, dès que je les reçois, je les relis, mais bon, j'ai pas fait la synthèse. OK. Il y a à peu près un tiers des personnes qui se reconvertissent vraiment. Ah oui, OK. Ouais, c'est beaucoup moins que ce qu'on imagine et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah non, mais moi j'ai trop peur de me reconvertir», mais enfin, c'est pas forcément, la finalité Ouais. et c'est chouette. Enfin, moi, j'adore, quand j'ai des nouvelles, des personnes, tu vois? Là, j'ai créé je suis en train de enfin, il y a le lancement là bientôt, d'un programme pour, créer son entreprise en étant aligné et profitable. OK. Et du coup, j'ai fait un petit mail à toutes mes clientes, depuis l'histoire de Pourquoi pas moi, et donc il y en a qui m'ont donné des nouvelles là cette semaine et c'est génial parce qu'il y en a une qui me disait: «Mais j'ai plus l'impression de travailler, je suis hyper épanouie» Trop bien. et c'est vraiment ça fait vraiment chaud au cœur de voir, tu vois, il y a une personne un jour qui m'a dit: «Mais Charlotte, tu m'as redonné mon élan vital. J'étais dans le brouillard et j'ai maintenant tout s'est éclairé» et enfin quand même dit moi, mais aussi grâce à sa coach et c'est Ouais. vrai que c'est quand même, surtout ayant été moi-même dans le brouillard, de se dire que, on peut permettre, aux personnes d'être dans leur lumière, C'est magique. ouais, c'est magique et tu te dis: «Bah, voilà», c'est là où tu te dis: «Bah, voilà, moi je me dis: "Je suis à ma place" C'est parce ça. que j'arrive à atteindre mon objectif». Mmh. Oui, puis en plus, tu te sens utile. Pour C'est moi, ça, c'est oui, mon très objectif enfin, c'est dans le sens où mon objectif, c'est de me sentir utile et de me dire, ça. que je contribue à ma façon et tu vois, je parle beaucoup de raison d'être parce que du coup, au fur et à mesure des interviews de podcast, c'est là où je me suis rendu compte, que tout le monde me disait la même chose, qu'ils étaient alignés et compagnie et du coup, c'est là où j'ai fait beaucoup de recherches et que j'ai découvert cette notion et ce que j'ai à cœur de dire, c'est la raison d'être. En fait, on a tous une raison d'être qui est différente. Il y en a pas, qui sont plus, ou moins, importantes dans la société. On a besoin de tout le monde, tu vois? Je prends Ouais. souvent cet exemple on a besoin d'un coiffeur, qui va nous permettre de nous sentir belles, on a besoin, d'une caissière qui va nous donner le sourire. Enfin, il y a pas, de petits métiers, de sous-métiers, on a vraiment besoin de tout le monde et dans la raison d'être, c'est pas forcément d'être médecin et de sauver des vies, c'est pas le sujet. On est bien d'accord, oui. Mmh. Et c'est ce qui est enfin, tu viens de le dire, pour moi, je vais peut-être reprendre avec des mots différents. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on est tous complémentaires au final. Ouais, bien sûr. Et c'est Mmh. ça qui est magique. Ouais. Et j'aimerais tellement qu'une grande majorité de la population puisse se rendre compte de ça parce que Mmh. c'est ça, en fait, qui ferait que notre société serait tellement différente, tu vois? Qu'il y aurait pas de alors après, bien évidemment, c'est lié à notre conditionnement. Nous, on nous met plutôt en compétition plutôt qu'en Mmh. coparticipation. Ouais. Donc là aussi, faut se rendre compte quand même des mécanismes. On est quand même très conditionnés. Mais moi, ce que je vois et ce que j'observe, ouais, depuis très longtemps maintenant, c'est qu'on est tellement complémentaires chacun et Ouais. chacune. Mais ouais, c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça Mmh. très, très beau, quoi. Ouais, si tout en fait, c'est ce qui est génial, c'est que si, quand tu es à ta place, tu pas dans une compétition, tu regardes tu le regard des autres, tu vois? Moi, je sais que j'avais, un énorme besoin du regard des autres et notamment de mon boss ou de mes équipes Et oui, et en fait, à partir du moment où tu apprends à t'aimer, tu te rends compte que c'est la cerise sur le gâteau, en fait, le regard des autres. Alors oui, tu as toujours besoin que, tes proches, les gens que tu aimes, te regardent avec des yeux d'amour, mais en fait, le fait que, on te dise: «Ce que tu fais, c'est génial», ça a pas du tout le même impact parce que c'est oui. ton moteur, en fait et donc du coup, quand tu es bien, ça a un impact sur tu es moins agressif, enfin, c'est vraiment une spirale, vertueuse, en fait. Complètement, tu as un impact ultra positif sur ton entourage C'est ça. proche, Mmh. tes amis, ta famille et puis après, bien évidemment, Au boulot dans tes aussi, ouais. activités. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai remarqué un truc, moi, à l'époque,
Ça remonte à peut-être un peu moins de 10 ans. J'ai organisé pendant 7 ans, je crois, des rencontres interthérapeutes. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai créé une agence de communication qui est dédiée au monde du développement personnel, de la connaissance de soi et des thérapeutes. Donc, on aide les thérapeutes à développer leur activité. Et à cette époque, j'organisais des rencontres dans 17 villes. Donc, on se rencontrait dans un lieu très sympa. C'était un peu, tu sais, comme du speed dating. Il y avait une trentaine de thérapeutes qui étaient là. Et puis voilà, bref. Et j'ai remarqué une chose, c'est que la plupart de ces thérapeutes, pour pas dire les 50%, ils avaient encore une activité professionnelle. Et quand je leur posais la question, je leur disais, mais pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, tu vois, de tout lâcher parce que, peur de l'inconnu, très clairement. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Etc. Est-ce que c'est ce que tu constates aussi de ton côté, des gens qui peut-être peuvent avoir, tu sais, une double activité, on va dire une activité passion, puis une autre activité alimentaire, et ils osent pas, ils font le grand écart entre les deux? Alors, il y en a, mais la conclusion, c'est que tu en as quand même beaucoup qui finalement basculent. Tu vois, je pense par exemple à, ah, j'ai oublié son prénom. Bon, c'est pas grave, il m'en voudra pas. C'est un de mes invités du podcast qui, il était journaliste chez BFM TV. Il était présentateur et un jour, il a fait un voyage en Afrique du Sud et en fait, ça a été une révélation pour lui. Du coup, il est devenu guide de safari Ah oui, et carrément. ouais, carrément. Et du coup, il avait les 2 métiers en parallèle. Et il s'appelle Thibaut Cheminant. Thibaut. Et maintenant, si tu veux, il s'est lancé à 100% sur le safari. Et tu vois, je pense aussi à Pedro Correa, qui était, il était data scientist, quelque chose comme ça. Et il s'est lancé en tant que photographe. Au début, voilà, il était photographe le week-end, le soir. Et puis finalement, après, c'était 2 jours par semaine. Et puis finalement, après, c'était à temps plein. Donc, tu as beaucoup de gens qui font ça en mode deux métiers qui après fusionnent. Ouais. Après, tu vois, là, c'est plus dans mon entourage perso. Je vois des spécialistes, des médecins spécialistes qui ont quand même beaucoup de temps, qui consultent pas 5 jours par semaine et du coup, qui ont 2 métiers en parallèle, mais qui font cohabiter les deux à côté. Tu vois, je pense à une orthodontiste qui fait des bijoux. Ok. Ouais. Ah oui, c'est pas commun. Après, en même temps, c'est cohérent parce que finalement, elle travaille des fils d'or. Donc, tu dis, finalement, c'est pas Oui, si. Ou je pense aussi, tu vois, à c'était ma gynécologue qui est aussi artiste et qui fait que des trucs autour du sexe de la femme. Donc, elle fait ok. des brodes. C'est hyper original. C'est c'est spécial. En mode des dessins. Elle fait là-dessus des dessins, des sculptures, des broderies. Enfin, voilà. Ok. Ouais, c'est pas commun. Ok. C'est ça. Donc tu n'observes pas forcément ce que je disais, c'est-à-dire cette peur, tu sais, de quitter Il y pour. en a un, si. Alors après, ça dépend si on prend par exemple les coachs. Il y en a énormément en effet qui ont un job à côté parce D'accord. que peur de se lancer à temps plein, parce que pas forcément assez de clients au début et Oui, après en même temps tu dis si tu te mets pas non plus à 100% sur le truc, bien sûr. tu rempliras pas ton agenda non plus à 100%. Donc Ben non. c'est assez fréquent en effet. Après tu vois, tu as vraiment en fait, je pense que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la personnalité des personnes Mhm. et ça dépend aussi de la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que, tu as des personnes qui sont des personnes hyper prudentes et qui, du coup, vont commencer avec la double activité, qui vont, où la deuxième activité va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure. Ouais. Tu en as qui sont beaucoup plus extrêmes et qui peuvent pas, en fait, avoir les 2 et puis d'autres personnes comme moi, par exemple, où finalement, en fait, j'avais un travail qui me prenait tellement de bande passante que j'étais pas capable de le faire et qu'il a fallu un électrochoc pour pouvoir le faire. Ça me fait penser à deux choses. On parlait du pilotage automatique, Ouais. on parle des peurs, tu parles d'électrochoc. Donc ça me fait rebondir sur une chose, c'est toujours lié aux peurs. On est quand même dans une société où on est très conditionné à avoir des informations anxiogènes. Enfin, en gros, on nous fait peur sur quand même beaucoup de Tout, ouais. tableaux, on est d'accord. Mmh. C'est pas illogique, j'imagine quand même pour une bonne partie de la population, du coup, d'avoir des peurs, parce qu'on se met dans un tel état qu'on a peur de plein de trucs. Et là, j'ai envie de te poser la question de, comme peut-être qu'il y a quand même au moins 50% de la population qui aimerait, tu vois, tout simplement dire, qui doit se dire, ils ont tellement raison, mais qui ont peur justement pour X raisons. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes?
Alors, j'ai envie de leur répondre 2 choses. La première chose, c'est que c'est normal d'avoir peur parce qu'en fait, dans le processus pour, passer de sa zone de confort à la zone de réussite, l'étape après la zone de confort, c'est la zone de peur. Donc OK. c'est normal de passer par cette étape. On y passe tous, par exemple, quand on a appris à parler, à marcher, une nouvelle langue, un nouveau sport, on passe toujours par cette étape-là. C'est normal. Donc ce processus d'avoir peur, c'est complètement normal. Après, ce qu'on dit, c'est que, nos plus grandes envies se cachent dans nos plus grandes peurs. Je laisse méditer, vous dormirez dessus et la dernière chose, c'est qu'en fait, on n'a qu'une vie. En fait, c'est qu'à un Mmh. moment donné, on n'a qu'une vie, on ne sait pas de quoi demain est fait et que, la vie, elle est trop courte pour passer à côté de choses géniales, qu'on pourrait vivre. C'est clair, je suis d'accord avec toi, mais Mmh. moi j'entends encore des personnes, tu sais, qui vont dire: «Ah oui, mais tu as raison Charlotte, mais moi, bon voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, on vient d'acheter une maison, on a des crédits sur le dos, bien évidemment, je rêverais de quitter mon job parce que je m'épanouis pas plus que ça, mais voilà, moi je suis sclérosé en fait, je peux pas quitter mon job comme ça». Alors, déjà là, on a une chance, c'est qu'on est en France Oui, et qu'en France, bah, avoir le chômage, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à faire, enfin assez facile à obtenir. Il y a plein de gens qui me disent: «Non mais moi, c'est pas possible, tu te rends pas compte, dans mon entreprise, jamais je pourrais avoir de rupture conventionnelle». Honnêtement, je ne connais personne qui ne l'a je connais des gens qui en ont pas eu, hein, mais dans toutes les boîtes, on t'explique que c'est pas possible. Mais en ouais. fait, en creusant, en fait, le truc, c'est que si tu es tellement convaincu que c'est ce qui est bon pour toi, Mmh. que du coup, tu vas être convaincant. Tu Mmh. vois, je pense à une personne qui a fait le programme et qui me disait qu'au début, en commençant le programme, ça faisait, 20 ans elle était dans la même boîte. Et en commençant le programme, elle se disait: «Non mais moi jamais j'aurai la force, et le courage de reprendre une formation et tout, j'aurai pas les moyens et compagnie». Bon, à la fin du programme, elle avait envie de se reconvertir. Les sous pour payer sa formation, bah, elle les a trouvés parce que, bah, elle s'est dit: «Bah, j'avais mis un peu d'argent de côté pour un voyage, mais finalement, bah, cette formation, ça me tient tellement à cœur que en fait, c'est ça ce que je veux faire» et elle voulait la faire sur ses heures de travail. Elle avait prévu un argumentaire, mais long comme une liste à la Prévert pour sa boss et en fait, elle était tellement convaincue et donc convaincante que du coup, bah, direct sa boss, elle lui dit: «Bah, OK» et du coup, elle Ouais. était dégoûtée parce que sa liste à la Prévert, elle s'en est même pas servie mais ça, c'est vraiment un truc, tu vois, c'est de travailler la visualisation, de se dire, bah voilà, tu es en face de ton boss, tu t'imagines, il va te dire oui, et d'être dans ce mindset de se dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution que ça va le faire. Oui, Et qu'en fait, si t'arrêtes pas de penser que ça va pas le faire, bah, tu vas attirer à toi le fait que ça va pas le faire. Tandis que si tu attires à toi si tu penses en permanence, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, mmh, et ben ça va le faire en fait. beh, oui, Et on a 2 choses, on a ce magnifique parachute qui est en effet le chômage et on a un autre truc aussi génial, c'est que en fait, tu te rends compte que ça ne marche pas, que, finalement que c'est pas le bon moment pour toi, que tu as envie de retourner dans le salariat. Bah, c'est pas grave en fait, c'est OK. Tu peux y retourner et tu auras un nouveau bagage, tu auras appris des nouvelles choses et tu pourras revenir avec une approche différente des choses et en étant encore plus mûr et en apportant quelque chose de différent à l'entreprise. ouais, bien sûr. Bah, moi, ça me fait encore rebondir sur le domaine de la connaissance de soi quand même tout ça, Mmh. parce que je pense qu'il y a je te dis, il y a un certain nombre de personnes qui doivent avoir, ouais, une fois de plus, beaucoup de peur et qui doivent comprendre ce qu'on dit. Mais si à un moment donné, tu es dans un stade de ta vie où toi-même, bah, tu te connais pas, tu vois? C'est ça. Bah, si tu te connais pas, Je tu as pas confiance en ta voiture. En fait, je dis souvent, on est une Ferrari. ouais, On n'a pas été livré avec le mode d'emploi, en fait, quand on ouais, est né. voilà, c'est ça Et donc du coup, si tu connais pas, tes caractéristiques techniques et si tu te rends pas compte à quel point tu es quelqu'un d'exceptionnel, et voilà, et l'idée, c'est vraiment de dire à chaque personne qui nous écoute: «Vous êtes chacun et chacune une personne exceptionnelle». Le tout, c'est de s'en rendre compte c'est ça, c'est ça. et de l'offrir au monde. Mais oui, exactement, et Mmh, donc du coup, il faut les inviter. Alors moi, je dis très souvent ces dernières années que c'est une vraie responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. mmh, Et carrément. donc, on est d'accord. Et donc, du coup, bah, Ouais. moi, j'invite justement l'ensemble de la population, déjà, de le conscientiser, c'était Mmh, déjà plutôt bien, et ensuite de passer à l'action très rapidement. ouais. C'est-à-dire que bah, c'est bien de le comprendre intellectuellement, mais tant que toi, tu ne le vis pas dans ton corps, bon, bah, ça restera toujours dans ta tête. Mmh, Et là, j'ai le sentiment qu'on est peut-être une population française, parce que c'est différent dans d'autres pays, où on a beaucoup de mal à passer à l'action. mmh. C'est ce que tu vois, toi aussi, oui? Ouais, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de peurs, il y a, Ouais. il y a
il y a la sécurité, enfin, mais en fait, c'est voilà, c'est vraiment ce truc de dans une zone de confort, mais tu es pas confortable. Donc en fait, Ouais, c'est c'est ça. vraiment de se dire: «Au pire quoi?» en fait. C'est et puis tu vois, ce qui est un truc par rapport à une des principales peurs, c'est l'argent, hein, ce qui est complètement logique. Ouais. Il y a un truc qui est génial, c'est que quand tu es à ta place, et bien, tu as beaucoup moins besoin d'argent. C'est-à-dire que, tu as beaucoup moins besoin de paraître et donc d'acheter des fringues à tout va pour pouvoir, plaire aux autres et te plaire à toi-même. Mmh. Tu as beaucoup moins besoin de partir au bout du monde en voyage. En tout cas, moi, je sais qu'à chaque vacances et chaque week-end, il fallait qu'on quitte Paris, parce qu'on avait besoin de s'évader. Mmh. Là, c'est OK en fait, tu vois, c'est aussi de réfléchir quel est le cadre de vie qui me correspond. Parce que tu Bien vois, moi, sûr. j'ai fait un virage à 360, hein. J'étais, salariée, je vivais à Paris, maintenant je vis à Marseille, je suis chef d'entreprise et voilà. Et aujourd'hui, tu vois, moi, pour moi, c'est important de voir la mer régulièrement, ça me ressource et c'est de se dire, voilà, en fait, plutôt que de partir en week-end, bah, voilà, juste de se dire, «Je vais me balader au bord de l'eau» Complètement suffisant. et c'est parfait pour moi et c'est vraiment de se dire, tu as beaucoup moins besoin, et puis je trouve que les choses sont bien faites. Tu as moins besoin et en fait, quand tu as moins de ressources, bah, tu dis: «Non, mais en fait, ça, c'est OK». En fait, tu focalises ton attention sur ce qui est vraiment important pour toi, quoi. Oui, puis on a une capacité d'adaptation, qui est extraordinaire en tant C'est qu'être ça, humain. C'est juste carrément. ouais, c'est Tu magique. tu t'adaptes à tout. Enfin, tu vois, il y a 1 an et demi, le père de mes enfants, m'a quittée et donc je me suis retrouvée, bah, dans une maison de 150-160 mètres carrés avec un jardin et une piscine dans un meublé et ben, en fait, c'est OK parce qu'en fait, je me dis: «Bah, mieux vaut un petit chez soi où je me sens bien plutôt qu'une Oui, grande maison où je suis malheureuse parce que, je suis avec une personne qui m'aime plus», en fait. bien sûr. Et donc du coup, c'est vraiment en effet, on s'adapte à tout et les enfants s'adaptent à tout et tu vois, je me suis jamais plainte de mon appart, enfin, tu vois, vis-à-vis de mes enfants et tout, donc ils s'en sont jamais plaints. Tandis Oui, que des apparts où on avait pu être avant avec leur papa, en fait, on n'était pas bien dans une je pense à une maison en particulier. Les enfants, ils arrêtaient pas de râler en disant: «Ah, elle est nulle, elle est nulle», mais parce qu'en fait, c'est nos reflets, en fait, ils répètent ce qu'on dit. Donc si nous, on est bien, en fait, nos enfants, ils seront bien et ils s'adapteront. je suis d'accord. Il y a peut-être une chose aussi qui pourrait aider nos auditeurs, c'est quand tu étais dans cette période-là où tu étais directrice marketing, est-ce que tu as eu à un moment donné, ou même plusieurs fois, j'imagine, des signaux, tu sais, qui t'indiquaient: «Écoute, Ah là, oui, Charlotte, là, dans la c'est tu cacahuète. ouais, voilà, c'est ça, ouais. Tu as eu Ah des oui, non, signaux? mais mon corps enfin, il a fini par me hurler dessus parce que, j'ai fait une crise d'angoisse, mais je savais pas que c'était une crise d'angoisse et j'ai cru que c'était une crise cardiaque. Mais, oui, oui, en fait, si tu veux, j'avais à la fois des signaux comportementaux et physiques. C'est-à-dire que, j'avais l'œil qui sautait tout le temps, j'avais la main qui tremblait, tous les soirs, je rentrais, j'étais épuisée. Le matin, je me réveillais, j'étais épuisée alors que j'avais dormi. OK, Et puis, je commençais à pleurer, le soir. J'avais plus aucune patience, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de personne d'ailleurs. Je devenais OK. même un peu parano en me disant, que les gens qui m'aiment, vraiment, enfin, je me voulaient pas du sans me dire ils voulaient du mal, mais en tout Ouais. cas, je devenais un peu parano. Tu te sentais Et puis incomprise peut-être? comment? Tu te sentais incomprise peut-être? Ouais, incomprise ou enfin, ouais, je me montais des trucs dans ma tête, et puis en fait, j'avais plus de jus physique et intellectuel. En fait, à un moment donné, j'arrivais plus à travailler, enfin, OK, je donc oui, mon corps m'a parlé très, très fort et je l'ai pas écouté, en fait. d'accord. Et même, tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé pendant, 7 ans dans l'entreprise du père des enfants et j'ai été chassée, pour faire, donc c'est ce qui a amené notre retour à Paris pour être directrice marketing monde et là, au bout d'un an, je me suis rendu compte que ça allait pas et je me suis dit: «Il faut que je parte de cette entreprise parce que sinon je vais faire un burn-out». Donc Ah oui, j'ai changé de boîte, j'y suis restée 6 mois. Au bout de 6 mois, je dormais plus. Donc là, je me suis dit: «Il faut que je rechange de boîte». Et quand j'ai fait le dernier job, je savais que c'était la dernière fois de ma vie que je faisais ce job, tu vois? ah ouais, OK. Et donc mon intuition me l'avait dit, mais bon, j'ai pas assez écouté.
Oui, bah, visiblement, ouais. C'est D'accord, ça. donc on peut considérer que tu as eu quand même suffisamment de signaux pendant un certain Oui, donc laps de temps. Oui, d'accord, OK. avant de faire un burn-out et d'être vraiment en mode, tu sais plus à quoi ça sert de vivre et tu as des séquelles physiques, oui, tu as ton corps, il te parle vraiment. En fait, c'est se dire, comme je disais tout à l'heure, en fait, avoir mal, c'est pas normal. Pour une femme, ne pas avoir ses règles, c'est pas normal. C'est avoir des problèmes dermato, c'est pas normal. En fait, il y a plein de choses où on se dit: «Ah, mais tu sais, c'est comme ça». Enfin, tu vois, Mmh. c'est en gros, bon, bah, maintenant, en fait, tu fais même plus attention. Mais Mmh. vraiment, moi, j'invite vraiment à toutes les personnes à se dire: voilà, j'ai mal à la tête, c'est pas normal. Et il y a un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire des mots et des maladies, qui est Ouais, génial, OK. qui permet de te dire, en fait, tu regardes le mal que tu as et finalement le mal a dit, qu'est-ce que Oui, le mal te dit. c'est ça. Et c'est passionnant, enfin, c'est vraiment, c'est fou comme c'est criant de vérité. Je crois que c'est de, je sais plus son prénom, Martel. OK. C'est, Ah, Laurent c'est Martel? Non. comment? Pas Laurent Martel? Peut-être, je sais plus. Non? Et c'est incroyable, vraiment, ce truc-là, enfin, j'en parle dans le bilan de compétences et il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Mais oh, j'y croyais pas». Et vraiment, c'est fou de se dire que quand tu as mal à tel endroit, enfin, maintenant, moi, je sais que dès que j'ai le moindre petit bobo, je regarde et donc vraiment, c'est écoutez-vous, écoutez votre corps. Être, fatigué en permanence, c'est pas normal. Tu Mmh. vois, un jour, j'ai eu un peu c'était bon, au moment où je commençais à vraiment ouvrir les yeux sur le burn-out. Je me suis dit, j'avais un cours de yoga et toutes les semaines, elle me disait: «Bon, comment vous vous sentez?» Et je me suis dit: «Mais ça fait 6 mois que j'ai l'impression que je suis au bout de ma vie». C'est vraiment que tu en peux plus, quoi. Mmh. Et je me suis dit: «Mais là, Charlotte, tu pars en cacahuète, c'est pas possible». Enfin, Carrément. Et mmh, alors moi, j'avais une question qui me venait à l'esprit en t'écoutant et je l'ai perdue. ah, C'était, ah zut! Ah, c'était par rapport à ce que tu étais en train de traverser. Bon, peut-être que ça me reviendra, en tout sinon cas, tu j'ai une la noteras et tu la noteras et tu me la oui, poseras, je quand me je poserai. t'interviewerai toi. Sinon, non, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit parce que, je ne sais pas si tu le sais, j'ai interviewé 1 500 personnes dans 25 pays et je leur ai posé la question: «C'est quoi le bonheur pour vous?» Et donc du coup, je me demande si pendant toute cette période-là, toi, à un moment donné, tu t'es posé un peu ces questions philosophiques, tu sais, bah, du style: «C'est quoi le bonheur pour moi? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Bah, là, je suis marié, mais est-ce que je suis heureux, d'être marié? Est-ce que je suis heureuse d'être marié? J'ai fait des enfants, mais est-ce que c'était vraiment, est-ce que je voulais vraiment Mmh. des enfants? Est-ce que c'est pas purement un conditionnement?» Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé toutes ces questions ou il a fallu que tu arrives vraiment face au mur pour te poser des questions existentielles? Alors, la petite blague, c'est que je me suis mariée, avec le père de mes enfants au bout de 14 ans de relation, en 2019. Donc, 2 mois, 1 mois après enfin, 1 mois après mon arrêt de burn-out. OK. Et alors c'est toutes ces questions-là, je me les suis vraiment, alors le mariage, si, c'est pour le coup, si tu veux, enfin, moi, j'ai toujours vu j'ai une vision de la vie à 2. Enfin, c'est vraiment un truc pour moi, OK. c'est d'être en couple. Pour moi, c'est vraiment important. Il y en a qui alors je suis hypersensible, donc j'ai un côté solitaire, mais j'ai vraiment besoin de l'autre parce que c'est ma vision de voir le monde. OK. Donc me marier, oui, clairement, c'était important pour moi, avoir des enfants, aussi. Par contre, clairement, tu vois, pendant mon burn-out, je suis arrivée à un point où je me suis dit: «Je ne sais pas à quoi ça sert de vivre». D'accord. Et alors que voilà, je venais de me marier, j'avais mes enfants, et donc du coup, j'ai vraiment réappris à aimer la vie et de me dire: «Mais en fait, ouais, c'est génial, c'est un cadeau du ciel, on a tous quelque chose à accomplir, on a tous une mission». Enfin, et et donc oui, ces conditionnements, tu vois, en effet, enfin, tu vois, moi, j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine, donc OK. quand même en termes de on est bien rangé. Ouais. Mais en même temps, bon, j'ai cassé les codes parce que je me suis mariée au bout de 14 ans. Autant te dire que Oui. quand j'ai annoncé à des personnes de ma famille que j'étais enceinte, on m'a dit: «Oh mon Dieu, mais du coup, vous allez vous marier?» Je fais: «Non, il est voulu». C'est quoi? Il est et on se mariera peut-être un jour. Enfin, on se mais, donc donc oui, après, tu vois, aujourd'hui, je suis divorcée. Ça faisait pour le coup pas du tout partie de mon schéma et petit clin d'œil de la vie, tu vois, j'ai divorcé le jour des 50 ans de mariage de mes parents.
Ok. Et donc oui, c'était pas du tout mon modèle et c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. Donc je suis en train de réapprendre avec ce modèle-là parce que du coup c'était pas le modèle que j'imaginais et donc pour mes enfants c'était pas du tout, enfin voilà quelque chose que j'avais. Voilà, mais bon, on apprend, on s'adapte et ce qui est bien, c'est que quand tu es à ta place, la vie t'envoie des beaux cadeaux et des belles rencontres. C'est ça, ouais. D'ailleurs, on en parlait en off, aussi sous condition d'écouter les signes de la vie, qui sont C'est très ça. importants et qui ponctuent, je trouve, un petit peu notre vie. Et la question que je voulais te poser est revenue. On parlait d'écouter son corps et je me demandais si tu avais lu le livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Non, je l'ai pas lu celui-là, mais je vais me le noter. Ouais. Je le recommande vivement. Ah ouais, il est vraiment top. Ouais. Et il est plus ancien maintenant, parce que moi, je l'ai lu, je crois, c'était... Ah ouais, je pense qu'il a au moins 15-20 ans, hein, tu regarderas. Ouais. Super, franchement, c'est un super bouquin. Je me rappelle de l'époque, quand je le lisais, je me disais, mais c'est fou, pourquoi elle s'adresse qu'aux filles? En tout cas, c'est le sentiment que j'avais, et pour moi, ça nous concernait tous. Mais ouais, très, très, très puissant. Top, merci. Je t'en prie, je vois que ça file, Charlotte, on arrive bientôt à 1 heure. Comment on fait pour te joindre? Pour les gens qui aimeraient entrer en contact avec toi, faire un bilan de compétences avec toi, suivre tout ce que tu fais? Alors, ils peuvent me contacter soit sur mon site, sur le site pourquoipasmoi.co, donc c'est pas une erreur, hein, c'est pas .com, c'est .co et sur Instagram aussi avec mon compte Insta qui est pourquoipasmoi.co aussi, c'est facile et mon mail c'est charlotte@pourquoipasmoi.co. Ok. Voilà. C'est toi qui réponds à tous les messages si on t'écrit C'est moi sur qui Insta? réponds, c'est tout le temps moi, ouais. Ok. Si on écrit par mail, par mail, Insta, c'est 100% moi en fait. J'ai fait le choix pour l'instant d'être toute seule, donc c'est toujours moi. Il y a pas de robot derrière. Ah oui, parce que maintenant, c'est l'intelligence artificielle pourrait répondre à ta place. Ouais. Alors, il y a des choses où c'est si par exemple on me demande des contenus, c'est j'ai tout automatisé pour que ça puisse envoyer les contenus directement. Mais en tout cas, quand vous m'envoyez un petit message, c'est moi qui vous réponds. D'accord. J'ai une dernière question. C'est quoi le bonheur pour toi, Charlotte? Le bonheur pour moi, c'est d'être aligné à sa place. Ok. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Julien. Merci beaucoup. Et à très vite, du coup. Oui, à très vite derrière mon micro. J'ai hâte. Passe une très belle soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.